Avant la Seconde Guerre mondiale, la France possède un territoire asiatique que l'on nomme l'Indochine. Ce territoire est à moi, hihi. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, la France métropolitaine est occupée par l'Allemagne. Le Japon en profite pour occuper l'Indochine à son tour. Puis ensuite, quelques mois plus tard, même la Thaïlande en profite pour modifier les frontières à son avantage. Arrêtez de m'attaquer, Japon et Thaïlande, l'Indochine est à moi. Cependant, via le gouvernement de Vichy, le Japon décide de reconnaître que l'Indochine est française. Donc pour résumer, la France métropolitaine du Sud est contrôlée par le gouvernement de Vichy, qui est allié aux Allemands et contrôle en même temps l'Indochine. Et le Japon bénéficiera de nombreux avantages avec l'Indochine. Mais en 1944, le régime de Vichy est annexé par l'Allemagne. Du coup, le Japon récupère l'Indochine un an plus tard. Mais ensuite, comme vous le savez, le Japon capitule et en septembre, la France peut récupérer son territoire. C'est bon, le Japon s'est rendu, tu peux reprendre l'Indochine. Ah ben c'est pas trop tôt, c'est mon Indochine quand même. Mais entre-temps, des rebelles communistes en avaient profité pour tenter de prendre le pouvoir du territoire. Le groupe s'appelle le Viet Minh et ses deux fondateurs sont Ho Chi Minh et Pan Van Nong. La France doit donc éradiquer ces rebelles communistes. Une guerre commence contre la guérilla, mais cette guérilla arrive à contrôler le nord du Vietnam et se proclame indépendant. La République populaire du Vietnam est née, Ho Chi Minh devient président, la capitale est Hanoï. En 1949, après 4 ans de conflit, la France doit trouver une solution, mais elle a un problème. Son régime, qui est celui de la 4ème République, a du mal à prendre des décisions. Écoute, République populaire du Vietnam, j'ai une idée, on va créer un pays qui s'appelle Vietnam. La France crée une armée vietnamienne et crée en même temps de facto un Vietnam indépendant avec pour capitale Saigon. On appelle cela la vietnamisation. Ce terme signifie que la France va essayer de faire en sorte que ce soit des Vietnamiens qui combattent la guérilla à sa place. Mais en 1949, la Chine devient communiste à son tour, puis en 1950 éclate la guerre de Corée. À ce moment-là, les États-Unis commencent à s'inquiéter. Oula, mais il y a trop de pays communistes qui sont en train de se créer. Bah oui, je sais bien, mais moi ça fait plusieurs années que j'essaie de stopper la guérilla au Vietnam. Je vais te donner quelques coups de main si tu veux. Les États-Unis soutiendront la France sans entrer dans le conflit. En 1953, le royaume du Cambodge se proclame indépendant, puis en 1954, la France perd une grosse bataille contre la guérilla communiste, la bataille de Dien Bien Phu. La France se sent obligée de renoncer à l'Indochine. Bon, je me rends, j'en ai marre de cette guerre. Les accords de Genève sont signés la même année. Le 20 juillet 1954, la guerre d'Indochine est officiellement terminée, 4 pays voient le jour et sont reconnus internationalement. La République démocratique du Vietnam, ou Vietnam du Nord, contrôlée par le Viet Minh, le Royaume du Cambodge, le Royaume du Laos et la République du Vietnam, ou Vietnam du Sud. Excusez-moi, vous n'êtes pas communiste, vous? Nous? Non, on n'est pas comme le Vietnam du Nord. Bon alors ça va, félicitations pour votre indépendance alors. À partir de 1955, les grandes puissances occidentales commencent à réfléchir à l'unification du Vietnam. Bon, écoute Vietnam du Nord, il va falloir se calmer et fusionner avec le Vietnam du Sud. Ngo Dinh Diem devient président du Vietnam du Sud. C'est un anticommuniste convaincu. Les États-Unis sont contents. Cependant, on estime que son élection a été truquée et que le peuple vietnamien du Sud aurait été plus apte à voter pour le Parti communiste. Le Vietnam du Sud se transforme en dictature nationaliste, le régime ressemble beaucoup à celui de l'époque française. Le pays n'est en fait qu'un état fantoche à la merci des puissances occidentales. États-Unis, je t'adore, je ferai tout ce que tu voudras. Oh, c'est gentil. Bah écoute, évite de devenir communiste. Mais une guérilla se développera dans ce pays, avec l'aide du Vietnam du Nord. La répression anticommuniste devient de plus en plus importante. En 1960, enfin, est créé le Front National de Libération du Sud-Vietnam, surnommé par ses détracteurs le Viet Cong. Le Viet Cong sera aidé par le Vietnam du Nord grâce à un réseau d'acheminement des armes dans la jungle. On surnomme le réseau la piste Ho Chi Minh. Pendant ce temps, les États-Unis occupent militairement le Sud-Vietnam, mais on songe à aller plus loin. Le 20 janvier 1961, Kennedy déclare augmenter les effectifs. Je pense envoyer encore plus de soldats sur place pour protéger le Vietnam du Sud. Merci, c'est sympa. Il y a de plus en plus de rebelles, je sais pas quoi faire. Mais Diem, le président du Vietnam du Sud, est trop impopulaire. Pour les États-Unis, son impopularité ne peut qu'arranger les rebelles. Ainsi, les services secrets américains organisent un coup d'État et placent Duong Van Minh à la tête du Vietnam du Sud. Mais durant l'année 1964, toute une série de coups d'État a lieu, le pays devient ingouvernable. Mince, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir tous ces coups d'État? Puis en août eurent lieu les incidents du golfe du Tonkin. Les 2 et 4 août, des bateaux nord-vietnamiens et américains se seraient tirés dessus. Cependant, plus qu'un vrai incident, il semblerait que ce soit une invention de la part des Américains pour trouver une excuse et attaquer le Vietnam du Nord. En même temps, le Laos subit une guerre civile. Le royaume du Laos, pays pro-occidental, doit faire face à la guérilla communiste locale, le Pathet Lao. En 1965, le camp Holloway au Sud-Vietnam est attaqué par les Viet Cong.
Cette même année, les États-Unis décident de lancer de grandes offensives. Premièrement, ils autorisent l'utilisation du napalm. Les Français l'avaient déjà utilisé pendant la guerre d'Indochine. Deuxièmement, ils créent la tactique recherche et destruction, qui consiste à aller dans des zones et tuer tout ce qui pourrait être un ennemi, tout en cédant des hélicoptères. Troisièmement, ils lancent une grande campagne de bombardement aérien du Vietnam du Nord. L'opération de bombardement, appelée Opération Rolling Thunder, a causé la mort de 180 000 civils et est considérée comme un échec. L'opération a duré 3 ans, entre 1965 et 1968. En 1967, les effectifs américains au Vietnam sont d'un demi-million. L'armée australienne était aussi sur place avec quelques milliers de soldats à la fois et quelques centaines de Néo-Zélandais. En fin d'année 67, les Viet Cong semblent très affaiblis. Les Américains sont optimistes quant à leur victoire future. On parle de la lumière au bout du tunnel. Le but est aussi de rassurer les Américains. Peuple américain, ne t'inquiète pas, on a presque fini cette guerre, on va bientôt la gagner. N'oublions pas qu'en octobre 67 avait eu lieu la manifestation du Pentagone où 100 000 personnes furent présentes. Sauf que pas de chance pour les Américains, les Viet Cong, alliés au Vietnam du Nord, décident de lancer une grande offensive avec 80 000 soldats dans le Vietnam du Sud. Oula, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Sont-ils fous? Cette offensive reste un échec. Les Américains arrivent à la contrer, mais il y a un mais. D'abord, les Américains ont été très surpris et se sont rendus compte que finalement, leur victoire n'était pas jouée d'avance. Ensuite, l'opinion populaire américaine a commencé à encore plus contester l'implication des États-Unis. Cette offensive, qu'on appelle l'offensive du Tet, est aujourd'hui considérée comme un exemple de guerre psychologique. Le but n'était pas de gagner territorialement, mais de déstabiliser l'adversaire sur le plan politique. Haha, j'ai peut-être perdu la bataille, mais avec ce que je viens de te faire, j'ai décrédibilisé la victoire que tu pensais avoir. Ce qui fait qu'à partir de 1969, le nouveau président américain, Nixon, décide de commencer le désengagement. Écoute, Vietnam du Sud, je vais petit à petit me désengager, mais je vais continuer à te soutenir financièrement. Oui, je comprends, mais c'est la stratégie qu'avait utilisée la France dans les années 50. Oui, c'est vrai, mais avec moi, ça va marcher. En effet, comme l'avait tenté la France, les États-Unis veulent mettre en place la vietnamisation, c'est-à-dire faire combattre les Vietnamiens à sa place. Pendant ce temps, le Cambodge subit lui aussi une guerre civile, comme le Laos. Et ce pays sert de refuge aux guérillas du Viet Cong. Un coup d'État est instauré au Cambodge par les Américains, la monarchie est remplacée par la République Khmer. Voilà, maintenant tu es mon véritable allié. Mais dans les années 70, la situation politique américaine devient catastrophique. En 72 est diffusée la fameuse photo de la jeune vietnamienne Pan Thi Kim Phuc, qui venait de se prendre du napalm dans le dos, ce qui fait un scandale auprès de l'opinion publique. Puis la même année, c'est le scandale du Watergate qui commence. Scandale qui salira l'image du président quelques mois plus tard. Enfin, le Vietnam du Nord se rend compte que les mouvements pacifistes aux États-Unis prennent de plus en plus d'ampleur, ce qui ne peut que l'arranger. Ces mouvements pacifistes ne peuvent que m'arranger. Le Vietnam du Nord lance de nouvelles offensives cette année-là. L'offensive de Pac et l'offensive d'An Loc. Puis les États-Unis, afin d'éviter tout soulèvement populaire, décident de songer à finir cette guerre. On commence donc les négociations, les Nord-Vietnamiens désirent un retrait des Américains, quitte à se déclarer perdants. Les Américains désirent eux aussi se retirer et laisser les Sud-Vietnamiens continuer seuls, tout en les aidant financièrement et logistiquement. C'est les accords de Paris. Bon, du coup, je me retire du Vietnam, mais vous libérez mes prisonniers. Ouais, ça me va. Ainsi, en 1973, les États-Unis se retirent définitivement. Ils savaient surtout qu'ils allaient perdre, du coup, mieux vaut quitter le conflit en avance et éviter de subir une défaite. Du coup, maintenant, je suis seul ? Je vais former tes soldats, ne t'inquiète pas. Haha, ce Vietnam du Sud est tout seul maintenant. Alors, Vietnam du Nord, tu as besoin d'un dernier coup de main pour achever le travail ? La guerre continue en 1974, puis en 1975, l'armée du Nord-Vietnam arrive à s'emparer de Saigon, la capitale du Sud-Vietnam. Le 30 avril 1975, c'est officiel, le gouvernement du Sud tombe, la guerre du Vietnam est terminée. Le gouvernement révolutionnaire du Vietnam du Sud prend donc le pouvoir et ce pays fantoche fusionnera avec le Vietnam du Nord en 1976. Saigon deviendra la capitale du Vietnam uni et changera de nom, on l'appelle désormais Ho Chi Minh Ville en l'honneur du fondateur du parti communiste vietnamien qui était décédé en 1969. En 1975, la guerre civile se termine au Cambodge et un gouvernement communiste prend place, c'est les Khmers rouges. Pareil pour le Laos avec la prise du pouvoir par le Pathet Lao d'inspiration communiste. Le Laos devient donc un état presque satellite du Vietnam. Mais le Cambodge et le Vietnam, bien que communistes tous les deux, ne vont pas bien s'entendre. Le Cambodge se rapproche de la Chine alors que le Vietnam était fidèle à l'Union soviétique. Les deux grandes puissances, Chine et URSS, avaient rompu leurs relations. Écoute Vietnam, j'aimerais qu'on négocie encore un peu les frontières. La Cochinchine a toujours été Khmer, y a pas de raison que tu la gardes. Écoute, j'ai déjà assez de problèmes de frontières avec la Chine, laisse-moi tranquille. Les tensions entre les deux pays augmentent. Vietnam, je peux t'aider si tu as un problème avec le Cambodge.
Ouais, je voudrais bien avoir quelques armes. Le 31 décembre 1977, le Vietnam se décide à envahir le Cambodge et se retire une semaine après. Enfin, le 25 décembre 1978, le Vietnam réitère son action. Le 7 janvier, le Cambodge capitule et son chef d'État, Pol Pot, s'enfuit. Un nouveau gouvernement voit le jour, le pays devient la République populaire du Cambodge, un pays communiste, pro-soviétique cette fois-ci. De là commencera à se développer une guérilla des Khmers rouges qui soutiennent un retour au gouvernement de Pol Pot. Il y aura aussi d'autres guérillas, des pro-monarchistes notamment. Qu'est-ce que tu viens de faire au Cambodge ? Pourquoi tu as changé son gouvernement ? En février 1979, peu de temps après le changement de gouvernement, la Chine décide d'intervenir. Elle occupera une partie nord du Vietnam pendant un mois. Les tensions entre ces deux pays continueront dans les années 80. Bref, avec la chute de l'Union soviétique, presque tout redeviendra à la normale. Le Cambodge se démocratise en 91 et les élections permettent de remettre au pouvoir la monarchie. Depuis 1993, le Cambodge est donc un royaume. Le Laos et le Vietnam restent communistes mais se libéralisent comme l'a fait la Chine. La guérilla des Khmers rouges est complètement essoufflée à la fin des années 90 et la guérilla des Hmong, une minorité au Laos, est en train de s'essouffler. Voilà, maintenant ces pays sont en paix.